Alors, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Emmanuelle Friand et au nom des Belles Soirées de l'Université de Montréal, j'ai le grand plaisir de vous voir si nombreux aujourd'hui pour cette première d'une série de 2 conférences consacrées à l'histoire de la mode au Québec depuis les années 50. Alors, je voudrais commencer par remercier le Musée McCord qui nous accueille, qui est notre partenaire depuis plusieurs années et grâce à qui nous pouvons vous offrir de belles conférences en lien avec de très belles expositions. Et l'exposition à laquelle est liée cette conférence ne fait pas exception parce que c'est une magnifique exposition qui est à l'affiche jusqu'au 26 avril 2020 et qui est consacrée à l'œuvre et au travail de Jean-Claude Poitras, que je suis très honorée d'accueillir aujourd'hui. Je le remercie de tout cœur d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de nous offrir cette belle série de 2 conférences. Alors, avant de céder la parole à Maria Luisa Romano, qui est chargée de projet ici au Musée McCord et qui va vous présenter un peu plus l'exposition et notre conférencier, je tiens à vous remercier, à vous souhaiter une très belle conférence et à remercier encore une fois Monsieur Poitras. Merci beaucoup et bon après-midi. Alors, bon après-midi à tous et à toutes. Je suis Maria-Louisa Romano, chargée de projet, comme Emmanuelle l'a bien indiqué. Alors, elle a dit plusieurs des choses que je m'apprêtais à vous dire, donc je vais pas me répéter, mais je voulais simplement, en fait, commencer la présentation en prenant une minute pour, en fait, reconnaître que le Musée McCord est situé en territoire autochtone non cédé et que nous reconnaissons la nation Guiyengueaga comme gardière de ces terres appelées Diodiagé par leurs membres. Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses nations autochtones et leurs ancêtres, et nous leur rendons hommage à eux et à tous ceux d'autres communautés qui sont ici aujourd'hui parmi nous. Alors, dans le cadre de notre collaboration de longue date avec les Belles Soirées, c'est vraiment un plaisir d'accueillir M. Poitras qui va donc vous parler de la mode au Québec, comme il sait si bien le faire. Je vais prendre une petite minute pour vous présenter M. Poitras, mais je pense que la plupart d'entre vous le connaissez déjà. Alors, Jean-Claude Poitras est lui-même un créateur de mode réputé et une référence incontournable dans l'univers de la mode et du design. Et sa création, comme on l'expliquait, fait l'objet d'une exposition en ce moment même au Musée McCord. Donc, nous y découvrons son parcours et ses créations à travers le spectre de ses inspirations que sont la famille et les souvenirs, les voyages et le cinéma. C'est après des études en création de la mode à l'École des métiers commerciaux et en graphisme au Studio Salette que Poitras ouvre en 1972 son premier atelier dans le Vieux-Montréal et commence une longue carrière. Ses créations lui ont valu de nombreux prix, dont le Fil d'or de Monte-Carlo en 1989 et 2 Griffes d'or au Québec en 1991. À l'automne 2019, il s'est vu décerner le prix Ernest Cormier, l'un des 8 prix du Québec en culture et la plus haute distinction offerte par le gouvernement du Québec. Chroniqueur, conférencier et porte-parole, Jean-Claude Poitras est un communicateur né qui fait valoir la mode sous toutes ses coutures. Et c'est donc ce regard de l'intérieur qu'il va nous partager, donc un regard de l'intérieur sur l'industrie de la mode qu'il fréquente depuis plusieurs décennies. Et donc, on le remercie d'être avec nous aujourd'hui encore une fois. Il est très généreux dans ses participations aux activités qui entourent son exposition. C'est vraiment un plaisir de le recevoir encore une fois. On vous invite d'ailleurs à vous informer de ce qui s'en vient. Il y aura entre autres une table ronde le 1er avril avec Marie-Houche, Philippe Dubuc et M. Poitras autour de la question de la collaboration et des influences dans le parcours d'un créateur. Et je vous invite aussi à découvrir le livre « Quand la vie défile », qui est en vente à la boutique du musée. Et la semaine prochaine, à la fin de la conférence, on prévoira une séance de signature avec M. Poitras. Donc, je vous invite à prévoir ceci également. Alors, je lui laisse maintenant la parole. Je remercie Emmanuelle et toute l'équipe des Belles Soirées pour leur collaboration. Et merci à M. Poitras. À votre tour. Eh bien, merci beaucoup de m'accueillir dans ce lieu où j'ai l'impression que je me sens un peu beaucoup chez moi, en fait. Tant j'aime sa directrice et toute l'équipe, ça va de soi. Et merci de me permettre de me souvenir pendant que je vis avec cette exposition rétrospective qui me touche énormément. Alors, je tiens à vous dire que cette conférence, en fait, elle s'inscrit parfaitement en complément, finalement, du livre que j'ai écrit et publié à l'automne 2018 et que j'ai appelé « Quand la vie défile ». Ce livre-là, il me tenait vraiment à cœur. C'était un véritable, pour moi, devoir de mémoire. Je voulais démontrer avec ça que le Québec avait toujours comme devise « Je me souviens ».
d'une part, mais aussi je voulais démontrer à quel point la mode, c'est vraiment un miroir exceptionnel de la société et qu'à travers tout ce qui se passait en culture, même en politique, en économie, on comprenait ce qui se passait à travers finalement les mouvements de mode et tout. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de tout diviser par décennies. Parce que tout à coup, plus je fouillais dans mon sujet et plus je réalisais que tout se comprenait fabuleusement par décennies. Alors c'est pour ça que aujourd'hui, en fait, on va passer à travers 4 décennies à partir des années 50. Et donc, dans la prochaine conférence, on terminera avec les 3 dernières décennies. Et pourquoi j'ai décidé qu'il fallait que je commence avec les années 50? Ben parce que, premièrement, je tiens à dire que je ne suis pas un historien de la mode, sauf que la mode, je l'ai dans la peau, littéralement, et que je suis encore un acteur du milieu. Et que ce qui m'a décidé à d'abord à penser à l'idée du livre, puis l'idée d'une conférence, c'est vraiment qu'il y a des gens qui ont été tellement marquants ici. Pour moi, Léo Chevalier notamment, qui a été un peu mon parrain, Iona Monahan, qui a fait en sorte qu'elle m'a fait découvrir dès ma première collection la grande journaliste de mode, John Warden, qui a été une source d'inspiration exceptionnelle et plein d'autres. Eh bien, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont disparus en l'espace de moins de 5 ans et qui sont disparus dans l'indifférence la plus totale. Ça n'a même pas fait l'objet d'une demi-page dans les journaux, où on en a à peine parlé à la radio et tout. Et moi, je me suis dit, eh bien, pendant que je vis, moi, je vais vraiment me souvenir de notre belle histoire, parce qu'on a une très belle histoire, mais on la connaît pas assez. Alors donc, j'ai décidé à travers mes yeux, à travers ce que j'ai vécu, mes hauts, mes bas, mes rêves brisés, mes bons coups, mes visions, mes collaborations aussi, toujours, avec plein de gens du milieu. Et aujourd'hui, c'est pour célébrer cette belle histoire, finalement, que je suis là, pour vous la raconter, cette belle histoire. Et puis, elle commence donc dans les années 50. Et pourquoi? Eh bien, il n'y a pas de hasard. Je suis un petit garçon né à Montréal en 1949 et mes premiers souvenirs d'enfance sont des souvenirs rattachés, en fait, à la mode. C'est ce dont je me souviens à la messe du dimanche que j'aimais tant, chez la Chapelière avec ma maman, avec ma grand-maman et tout ça. Alors, je serai un peu votre fil conducteur. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment étonné dès le début? C'est de constater que, je vous disais tout à l'heure à quel point chaque décennie est marquée par un mot, par un look, par un esprit et parfois des très grandes contradictions. Mais si je devais résumer en 2 mots chaque décennie, eh bien voilà à quoi ça ressemblerait. On va arriver dans les années 50 avec finalement cette idée de tradition et d'élitisme, alors que dans les années 60, ce sera absolument le contraire. On va penser à grande révolution, avant-gardisme, et là le jeunisme va vraiment s'établir dans la mode et depuis les années 60, la mode est atteinte de jeunisme, ça va de soi. Les années 70, ce sont des années hippies, éclectiques, où on fait la fête, c'est très, très frivole et tout. Alors que les années 80, là, c'est l'audace, c'est les exagérations à tout prix, l'excentricité parfois beaucoup trop loin. Mais par contre, c'était un moment de découvrir plein de choses. Et après ces excentricités des années 80, on revient dans les années 90 avec quelque chose de beaucoup plus sage, où là, tout à coup, tout le monde veut commencer, ne veut plus se démarquer. Vous allez voir, on va même confondre des créateurs et des créatrices, tantôt de France ou d'Italie, avec des Calvin Klein aux États-Unis, de ce monde et tout. Alors donc, on va arriver dans les années 2000, et là, ce sera, pour moi, les mots-clés, ce sera nostalgie et village global. Tout à coup, la mode n'appartient plus qu'à 4 capitales de la mode, comme Paris, comme Londres, comme Milan ou comme New York. Ça se passe partout un peu dans le mode, dans le monde. Et les créateurs, souvent, vont venir de partout, de Turquie, d'un peu partout dans le monde, pour reprendre des grandes griffes, tantôt françaises, tantôt italiennes, peu importe. Alors, c'est vraiment l'idée du village global. Et puis, tout à coup, la nostalgie avec la mode du vintage qui va s'établir dès les années 2000. Et puis, on va terminer avec les années 2010, où là, vraiment,
il y a eu tellement d'exagération au point de vue de la surconsommation au cours des dernières années que là, il y a cette espèce de réveil, un peu à l'image, vous savez, en gastronomie, en cuisine, il y a ce qu'on appelle le fast food et puis il y a le slow food. Eh bien, c'est exactement la même chose en mode. Il y a la fast fashion, hein, la surconsommation à tout prix, le prêt-à-jeter que j'appelle souvent. Et puis tout à coup, à l'opposé, il y a la nouvelle conscience de la mode fait en sorte que les jeunes d'aujourd'hui qui ont appris dans les écoles à travailler en collaboration, en collectif, eh bien, ils s'ouvrent des ateliers dans le Myland, fréquentez-les, allez à la Grover sur la rue Partenay. Ça se passe avec la conscience écologique, bien sûr, les vêtements souvent recyclés, l'achat local. Et donc, c'est vraiment la nouvelle conscience de la mode. On veut savoir d'où ce vêtement-là vient. Alors, ça sonne un peu, c'est en contrepoids à cette idée de surconsommation, de globalisation. On pense de plus en plus local et non pas global. Parce que la globalisation, elle impose sa façon de voir les choses partout dans le monde. On peut porter la même chose à Sydney, en Australie, et puis tout à coup à Londres, à Milan, peu importe. Alors que la glocalisation, ça part du local, vous comprenez? Et là, ça se répand après coup à travers la planète. Donc, ça a un supplément d'âme parce qu'on raconte une histoire. Et comme disait Steve Jobs, eh bien, l'avenir appartient à celle et celui qui sait raconter une histoire. Alors, donc, je vais tenter de vous la raconter, cette belle histoire. Et on débute dans les années 50. Pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, c'est vraiment là où la naissance des premiers, on les appelait à ce moment-là les dessinateurs de mode, vont naître. Et c'est la première fois qu'on va créer une association de créateurs de mode ici au Québec, à Montréal et au Canada. Mais pour comprendre le contexte québécois, il faut absolument savoir ce qui se passait en même temps dans le monde. Parce que on a la chance que la mode soit un langage universel, international. Et ce qui se passait bien souvent ailleurs, eh bien, ça avait des répercussions ici. Alors, c'est pour ça que chaque décennie, je vais d'abord vous l'expliquer dans un esprit contexte international pour tout de suite en venir à ce qui se passait finalement localement. Alors, au Québec, on est très marqué, évidemment, par le côté américain, mais par nos ascendances, évidemment, françaises. Alors, c'est pour ça que beaucoup de Québécois, en fait, on écoutait peut-être Music Hall avec Michel Tisser d'un côté, on écoutait les grandes chansons d'Édith Piaf et de Juliette Gréco, ou peu importe, de Charles Aznavour d'un côté, et puis tout à coup, c'était Dean Martin, et c'était les émissions américaines en même temps. Alors, on a été vraiment marqué par ces deux aspects-là, et il faut dire que dans ces années d'après la guerre, eh bien, l'Amérique impose non seulement sa force au point de vue économique, mais aussi son rayonnement culturel avec les films hollywoodiens. Alors donc, évidemment, toutes les vedettes d'Hollywood vont vraiment marquer les imaginaires de tout le monde, hein, autant chez les hommes que chez les femmes, de Clark Gable à Marilyn, bien sûr. Le côté rebelle de James Dean, de Marlon Brando, ce sera vraiment absolument déterminant. Et puis de l'autre côté, en France, on se remet péniblement de la dernière guerre. Et puis, il y a l'existentialisme qui s'impose, avec évidemment de grands intellectuels, de Simone de Beauvoir à Jean-Paul Sartre, et ça aura des conséquences aussi sur de l'égérie de l'existentialisme qui était Juliette Gréco parmi tant d'autres. Et puis, évidemment, on va toujours parler de figures politiques tout au long de cet après-midi. Alors donc, évidemment, De Gaulle va rayonner sur la France. Et puis, on va voir finalement l'apparition vraiment des couturiers. On va vraiment assister dans les années 50 à Paris, qui est la capitale incontestée à ce moment-là de la mode, malgré que Londres a aussi quelque chose à dire. Je vais vous en parler tout à l'heure. Alors donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce sont les années d'or de la haute couture. Hein, et c'est très précis, ça. C'est 1947 à 1957. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est le Big Bang de la mode, en quelque sorte, avec la première collection d'un jeune homme qui s'appelle Christian Dior et qui va lancer sa première collection qu'il va appeler Corolle.
Mais suite à la présentation de la collection, on va interviewer des grandes journalistes et c'est vraiment Carmel Snow, la rédactrice en chef du Harper's Bazaar, qui va trouver le véritable nom qui va marquer cette première collection de Christian Dior. Parce que lorsqu'on lui demande finalement comment elle avait trouvé ça, de l'expliquer, alors elle dit « Je suis sans mots, it's totally a new look ». Alors c'est devenu le new look de Dior. On a tous adopté le new look de Dior. Et qu'est-ce que ça représentait? Ce new look, eh bien, Christian Dior venait de signer en fait une collection qui sonnait le glas de la morosité ambiante de l'après-guerre. Parce que jusque-là, les collections continuaient dans la grisaille. Durant la guerre, évidemment, on était rationné, les matières n'étaient pas luxueuses, c'était d'une tristesse incroyable. Et finalement, avec cette collection qu'il avait lui-même appelée Corolle, et donc c'est devenu le New Look, eh bien, il est arrivé avec des collections totalement, on voit ici un des croquis typiques du New Look avec les corsets qu'il ramène, donc les petites taille, et on va voir à quel point ça s'évase dans le bas, mais de façon incroyable. Un vêtement, un tailleur Dior pouvait prendre jusqu'à 10 mètres de tissu. C'est assez incroyable. Et puis les robes de bal qu'il faisait et tout. Et à tel point qu'il a été énormément critiqué. Aussi, parce que autant les médias criaient... Voilà, ça y est, enfin, la joie de vivre nous est revenue parce que c'était une collection éblouissante et évidemment la passion des fleurs et des jardins qu'avait Dior, c'est tout de suite exprimé dès ses premières collections. Mais en fait, pour quelques personnes, finalement, qui se rappelaient de ces années qui restaient très difficiles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il lance le New Look en 1947. Hein. Donc, il y a beaucoup de gens, et d'ailleurs, lorsque les grands magasins américains, et d'ailleurs, ici, il faut dire que Holt Renfrew a été le premier magasin canadien à acheter Dior, et même en Amérique du Nord. Ils ont été les premiers, mais les autres grands magasins américains ont suivi par la suite. Et lorsque Dior est allé pour faire une tournée donc des États-Unis, eh bien, dans certaines villes, notamment à Chicago, eh bien, on protestait tellement le fait qu'il y avait cette inconscience, finalement, de cette misère qui est encore présente en Europe. Eh bien, il a pas pu présenter son défilé à quelques reprises, d'ailleurs. C'est arrivé. Alors donc, mais qui avait-il autour de Dior? Il faut dire que Mademoiselle Chanel est complètement absente à ce moment-là. Il faut se rappeler qu'il y avait eu le scandale, évidemment, en 1939, au début de la guerre, le fait qu'on avait découvert que Mademoiselle Chanel avait un amant qui était un officier allemand. Donc, elle s'était réfugiée en Suisse, à vrai dire, et elle avait fermé son atelier, licenciant ainsi ses 2500 ouvrières. Et donc, elle s'est réfugiée en Suisse pendant toutes ces années. Elle va revenir à 71 ans, c'est pas rien, un peu plus tard, pour s'opposer à ce qui se passait, selon elle, parce qu'elle avait trouvé ça une horreur que Dior ait osé ramener l'idée des corsets et tout ça pour emprisonner les bustes et les tailles de ces dames. Alors, elle va vouloir revenir et libérer les femmes de nouveau avec un succès très mitigé. Mais qui, donc, est à la hauteur de Dior dans ces années-là? Eh bien, il y a le maître des maîtres absolus, qui est Balenciaga. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez tous, peut-être, sûrement toutes, de cette magnifique exposition qui a eu lieu ici de Balenciaga, où on voyait le génie du maître des maîtres, hein, parce que beaucoup de gens considèrent qu'il était le maître absolu, un homme de l'ombre, en fait, comparativement à Dior. Et puis, il y avait aussi Pierre Balmain, qui était très, très déterminant à cette époque-là et qui habillait plusieurs des grandes vedettes de l'époque, de Sophia Loren à plein d'autres. Et puis, il y avait le grand Hubert de Givenchy, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et Hubert de Givenchy, eh ben, il avait comme muse Audrey Hepburn, évidemment. Si vous vous souvenez de Breakfast at Tiffany, ce film référence absolue, selon moi. Lorsque j'ai vu Breakfast at Tiffany avec Audrey Hepburn, c'est devenu absolument la référence. Et j'ai été absolument ébloui, non seulement par la beauté, la grâce, la classe, mais cette idée
de l'homme, du créateur et de sa muse. Et ça a été des amis pour la vie, d'ailleurs, suite à ce film. Il a donc souvent habillé dans d'autres films. Mais il faut dire qu'au même moment, tout à coup, il y a à Londres l'idée du tailoring. Hein, c'est les tailleurs de Savile Row qui finalement ne donnent pas nécessairement dans la haute couture, mais la technique est absolument admirable, sauf qu'ils donnent plus dans le conservatisme alors en vigueur en Grande-Bretagne. Mais ce sont vraiment des maîtres absolus du tailoring, donc le tailleur, le costume, notamment pour hommes. Et vous verrez à quel point Londres va devenir important à la prochaine décennie, mais là, dans un tout autre registre. Et puis, en parallèle à ça, il y a les États-Unis, je vous le disais tout à l'heure, qui imposent leur rayonnement culturel et économique. Et puis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'on va donc imposer le blouson à la James Dean, on va imposer le jeans, les lunettes Ray-Ban, on va imposer également le T-shirt, les boots. Alors donc ça amène l'idée, pour la première fois, on sent une démocratisation potentielle de la mode avec l'idée peut-être d'une idée de prêt-à-porter qui viendrait de la rue. Et puis, il y a Mademoiselle Chanel, évidemment, qui a dit quelque chose qui m'a toujours marqué, ça va de soi, et a marqué aussi mes créations. La mode se démode et le style jamais. Alors, je lui donne entièrement raison là-dedans. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, lorsqu'ils voient l'exposition de là-haut, à quel point il y a un côté intemporel dans ce que j'ai tenté de faire dans mes créations au cours des années 70, 80 et 90. Et donc, je crois que j'avais été marqué par cette citation de Chanel. Et puis, il y a quelque chose de très, très important dans cette photo que j'ai retrouvée du Vogue, du magazine Vogue, à la fin des années 50. Ils ont voulu réunir ce qu'ils considéraient les plus grandes couturières et couturiers de l'époque. Alors, on voit que chacun et chacune a vraiment son style. On peut reconnaître la robe de Dior blanche, le drapé de Balenciaga là-bas, Madame Schiaparelli. Alors, donc, les styles sont extrêmement différents, mais vous allez voir aussi à quel point les mannequins de l'époque, parce que c'était l'idée d'utiliser les plus grands mannequins de l'époque, qui étaient les porte-étendards des plus grands couturiers de l'époque. Et cette photo, elle a été, pour moi, elle est très marquante, parce qu'ils ont voulu refaire la même idée 50 ans plus tard. Et là, c'est incroyable, mais le vêtement n'a plus aucune importance. Chacun parmi les plus grands mannequins qu'ils ont choisis, elles ont toutes la même coiffure, elles sont absolument identiques. Et puis le vêtement a si peu d'importance qu'elles sont simplement, elles s'enveloppent tout simplement dans des rouleaux de tissu. Alors, ça pose une question dans l'évolution de finalement la mode aussi. C'est très intéressant de se poser la question. On arrive enfin au contexte québécois. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Eh bien, c'était l'époque encore de la Grande Noirceur, l'emprise de l'Église catholique, ça va de soi, surtout tout le Québec. Et évidemment, avec un premier ministre comme M. Duplessis qui imposait sa loi à tout prix. On a déjà nos héros dans le monde du sport, notamment avec Maurice Richard. Et puis, c'est que tout de même, même s'il y avait cette grande tradition qui persistait, on semblait figé dans nos glaces quelque part, mais c'est quand même le début de la modernité, alors avec quelques coups d'audace. Hein. Souvenez-vous, en 1948, il y a les signataires du refus global, dont évidemment Bourdieu était, plein d'autres, François de Sullivan, et ça a été un grand moment où finalement c'est né de la culture, ce moment de révolte, on en a assez et tout. Alors ça a été un moment charnière qui nous marque encore. Et aussi, c'était le début de la modernité à cause de l'arrivée de la télévision en 1952. Et donc, évidemment,
les émissions enfantines, ça va de soi, se sont tout de suite imposées, de Bobino à la boîte à surprise. Moi, mon idole absolue, celle pour qui j'ai fait mes premiers petits croquis enfant, c'était pour Fanfreluche, mon idole de l'époque. Et donc, et elle est toujours là, quel bonheur de pouvoir encore compter sur elle. Mais c'était aussi des vedettes extraordinaires de l'époque qui rayonnaient à l'international, hein, d'Alice Roby à Félix Leclerc. C'était, je me souviens très très bien que les samedis soirs, lorsque j'étais enfant, que mon papa et ma maman s'habillaient pour venir dans les cabarets du centre-ville de Montréal. Je revois ma mère avec sa robe cocktail et tout ça. Alors donc, les cabarets de Montréal vivent leur grande année glamour, hein, avec notamment Gilda et Lily Saint-Cyr et tous les autres. Et puis l'humour au Québec qui a toujours été quand même important, déjà avec la troupe de Jean Grimaldi, qui finalement parcourt tout le Québec. Et en mode, eh ben, c'est... Voilà, ici, la famille Plouffe notamment. Déjà, les premiers films. Vous allez voir, à chaque décennie, j'ai mis quelques films qui ont été très marquants. Le cinéma québécois qui rayonne tellement maintenant. Il y a toujours eu des films importants. Et déjà en 1950, Les Lumières de ma ville avec Monique Lérac notamment. Et puis la pièce Ticoc, hein, qui avait eu un succès assez phénoménal. Et donc, on arrive à la mode des années 50, ici, au Québec. Et puis, il y a des figures absolument marquantes, hein. Le tout premier qui s'est vraiment imposé, vous allez voir à quel point la France est omniprésente, encore une fois. Tout provient de Paris. Alors, les premiers salons de couture retrouvent exactement les salons, les maisons de couture qu'on retrouve à ce moment-là à Paris. Et une des plus grandes, selon moi, a été Marie-Paul Nolin, que j'ai eu le bonheur, d'ailleurs, j'ai eu le bonheur de visiter, guidé par elle, son merveilleux salon du Vieux-Montréal à l'époque. Et puis, Raoul Jean Fourré, qui va être une figure marquante, le pionnier absolu, qui, avec Jacques de Montjoie, va créer en 1954 la première donc, association dont je vous parlais. Alors, donc, on voit à quel point c'est les robes du soir, c'est les robes cocktails. Et quand je parlais d'élitisme, pour être bien habillé dans ces années-là, si votre mère n'était pas couturière ou vous-même, eh bien, il fallait aller donc dans ces salons et il fallait souvent payer plutôt cher pour être à la mode. Mais d'autres figures marquantes aussi de cette époque-là, on va parler de Mario Di Nardo. Et là, on voit l'importance des robes cocktails de l'époque. Ici, dans une robe trapèze d'Arnold Scasi, qui était un Montréalais, hein, qui est allé faire une carrière absolument formidable à New York, qui a habillé pendant des années notamment Elizabeth Taylor et plein d'autres vedettes américaines. On oublie que Arnold Scasi était Montréalais d'origine et qui avait fait ses études ici. Et puis, j'ai retrouvé une publicité de Dupuis Frères, parce que c'était aussi l'époque des grands magasins, et donc Dupuis Frères dans l'Est, eh bien, c'était le grand magasin des Canadiens français de l'époque. Et je me souviens très très bien que mes premiers souvenirs d'enfance sont rattachés à ces grands magasins que j'aime encore toujours, parce que j'habitais à Cartierville, dans la maison familiale, où c'était la maison de ma grand-mère adorée. Et on prenait le train de Cartierville pour venir directement à la gare centrale. Et là, c'était ma grand-mère, ma mère me disait à quel point je les épuisais, parce qu'il fallait que je fasse la tournée de toutes les vitrines d'Eaton à Ogilvy, à Old Trenton, à Simpson et Morgan à l'époque. Et puis, il y a des moments, on allait jusque chez Dupuis Frères, mais on se terminait systématiquement, parce que ma grand-mère adorait ce magasin et moi, c'était comme ma caverne d'Ali Baba. On terminait toujours, c'était systématique, par le grand magasin de la rue Sainte-Catherine qui était Marshall. Ce magasin extraordinaire de tissus. Alors, avec toutes les mezzanines, je revois tout ça. Et puis, je crois que mon amour des matières est vraiment né là, parce que, je veux dire, j'étais un peu devenu la risée là, quand j'arrivais avec ma grand-mère, ma mère et tout. Les vendeuses venaient me chercher. Ils me disaient, Jean-Claude, viens, tu as aimé le blin-blin la dernière fois. Ben là, on a reçu du taffetas d'Italie. Alors, c'était
absolument des moments magiques. Et puis, on ne peut pas parler des années 50 sans parler de l'importance des chapeaux, hein. Alors, les modistes et les chapelières de l'époque, les plus grandes avaient pour nom Yvette Brion, Irène de Montréal et Anita Pinault. Et puis, il y a déjà la première styliste qui fait son apparition, qui est la grande complice de notre grande journaliste Iona Monaghan, qui à l'époque écrivait pour The Montreal Star. Il ne faut pas l'oublier qu'il y avait le Montreal Star, il y avait The Gazette. Et quand le Montreal Star a fermé, eh bien, la Gazette est tout de suite venue chercher Iona Monaghan. Mais la grande complice d'Iona, c'était Roberte Bolduc. Et Roberte Bolduc a été une styliste exceptionnelle et c'est elle qui a initié des défilés de mode qui ont perduré pendant près de 15 ans. L'été, chaque été, on se retrouve, les grands couturiers se retrouvaient dans les jardins de l'hôtel Mont-Gabriel à Sainte-Adèle et dans les jardins du Mont-Gabriel. Il y avait toutes ces voitures de collection, ces voitures anciennes, et déjà les collections des couturiers les plus en vogue de l'époque défilaient sur des mannequins formidables. Notamment, je me souviens d'avoir vu Hélène Bédard, Jacqueline Gilbert, quelques-unes des premières mannequins qui ont vraiment nos top modèles en quelque sorte. Et moi, j'ai eu la chance finalement d'avoir connu les 3 dernières éditions. De Auto-élégance, ça s'appelait, parce qu'on avait sélectionné dans mes premières collections. Alors, c'était un moment absolument formidable de pouvoir vivre ça. Alors, et vous voyez l'importance dans les publicités qu'avaient les illustratrices et les illustrateurs. Parce que je vais vous en montrer d'autres, pour Eaton, où j'ai travaillé et tout notamment, mais on voit à quel point c'était en vogue non seulement la photo, mais également vraiment les illustrations de gens formidables. Et là, je vous parlais d'auto-élégance. En voici un exemple, ici avec une création de Franz Davis au défilé auto-élégance dans les années 50. Et Hélène Bédard en Marie-Antoinette Rouillard et l'autre grand mannequin, Jacqueline Gilbert aussi, en Marie-Antoinette Rouillard aussi. Alors donc, on va voir que tout est en place, en fait, pour que vraiment Montréal et le Québec, vraiment tout était en place pour qu'on commence à produire et à vendre ailleurs qu'ici, parce qu'il y avait eu aussi souvent des gens d'Europe de l'Est qui étaient venus pour fuir la guerre, avant la guerre, peu importe, et qui avaient ouvert ici donc ils étaient devenus des fabricants et ils avaient installé ici de grandes manufactures et on va y arriver tout à l'heure. Mais donc, tout était en place pour que, finalement, parce qu'il y avait déjà 2 belles écoles de mode et tout dans ces années-là. Et puis, pour clore, simplement ma petite parenthèse, où j'en étais, moi, pendant ce temps-là. Et me voilà avec ma grand-maman qui essayait de me mettre sur la bonne voie, quoi, et qui m'indiquait déjà la route à suivre. Et puis, vous voyez, j'avais déjà le costume. Puis, à ma première communion, j'étais très content. Et moi, je trouvais que j'étais né dans un quartier fabuleux, à Cartierville, à côté de la rivière des Prairies, à cause du parc Belmont. Je pense à meubler mon univers d'enfant rêveur. C'est sûr et certain de voir sous le chapiteau chaque été les personnages les plus étranges au monde, des saltimbanques de partout. Je pense que ça a été déterminant. Et puis, vous savez, il y avait quand même quelque chose d'incroyable quand on y pense. Il y avait à Cartierville, à côté du pont de Cartierville, il y avait quand même le Boat House. Et il y avait de l'autre côté des plages, la plage Mont-Repos, notamment, à Labor-à-Plouf, pas Chomédé, Labor-à-Plouf. Alors, donc, on va passer aux années 60, si vous voulez bien, et là, on va voir la différence incroyable qui se passe. Alors là, c'est la révolution totale, c'est la naissance du prêt-à-porter, c'est assez formidable ce qui va arriver dans ces années 60 parce qu'on tourne une page. C'est vraiment tout. On rejette la tradition, on invente des fibres, des matières. Tout à coup, ceux
qui vont devenir des figures de proue, finalement, pour les stylistes, pour les couturiers de l'époque, eh bien, on fait des études souvent d'architecture. C'est ça qui est assez incroyable. Et là, Paris, qui avait été la capitale incontestée de la mode dans les années 50, va devoir finalement laisser aussi une petite place importante quand même à Londres, qui va devenir le Swinging London. Et là, contrairement à ce qu'on pense souvent, la mini-jupe n'est pas l'invention finalement d'un couturier français, mais bien de Mary Quant à Londres, qui va lancer la mini-jupe. Et là, tout à coup, Londres se met à bouger. C'est la Beatlemania, c'est tous les groupes anglais qu'on va adorer, les Rolling Stones et tout ça. Alors, mais qu'est-ce qui se passe aussi en même temps sur la planète? Eh bien, je vous parlais souvent que même les gens en politique influencent la mode. Regardez l'impact qu'a pu avoir John et Jackie Kennedy dans les années 60, mais on va assister au combat des Afro-Américains pour leurs droits civiques. Alors, ce sera mai 68 en France. Ça va être la construction du mur de Berlin, la conquête de l'espace, le pop art et son pape, Andy Warhol. Alors, on va découvrir le psychédélisme. Alors, donc, on va voir que les rockers aussi, qu'on va appeler, vont fantasmer sur leurs idoles de l'époque, Janis Joplin et Jimi Hendrix. Et puis, il y a le courant hippie qui va s'installer. C'est le Flower Power qui va atteindre son apogée avec le festival de Woodstock en 1969. Et puis, il y a des figures incontournables de nos esprits rebelles de l'époque. Che Guevara. On avait tous, j'ai l'impression, notre affiche de Che Guevara dans notre chambre. Et puis, on écoutait les chansons qui dénonçaient la guerre et tout le reste de Bob Dylan notamment. Et en mode, eh bien, ça va être la naissance du prêt-à-porter. Alors donc, on voit ici Mary Quant. Et quand je vous parlais des architectes de la mode, eh bien, c'est vrai que tout à coup, la mini-jupe, tout à coup, les robes en cotte de maille, en métal de Paco Rabanne, mais tout à coup aussi à cause de ces nouvelles fibres qu'on va amener, de l'élastane au lycra notamment, eh bien, ça va permettre à des esprits avant-gardistes comme André Courrèges, qui se lance à ce moment-là, d'arriver avec des looks qu'on n'avait pas vus depuis, et donc des looks très courts, très structurés. Il va travailler les matières plastifiées. Souvenez-vous de ces couleurs très primaires ou très étincelantes. Moi, je me souviens que ma mère avait acheté un petit tailleur de Courrèges, orange. C'était absolument magnifique. Son petit sac presque boîte à lunch, au fond. Et elle avait acheté ça où? Chez celle qui allait devenir pour moi la référence absolue, Lily Simon, qui avait ouvert son magasin rue Beaubien-Est à l'époque, avant d'aller un peu partout à travers Montréal. Mais je me souviens que c'était un moment exceptionnel lorsque ma maman et ma grand-maman disaient on a un événement, un autre mariage, ou peu importe. Eh bien, on va s'habiller chez Mademoiselle Simon. Alors, il m'amenait toujours. Et là, je me souviens que c'était formidable parce que dans cette boutique magnifique, avec ses grands salons, eh bien, les week-ends, en tout cas, il y avait toujours des mannequins vivants qui déambulaient partout dans la boutique. Et moi, j'étais très, très heureux de ça. Parmi les autres figures marquantes de ce moment-là, il y a quand même Pierre Cardin, dont il faut parler, avec ses robes bulles, les premiers vêtements unisexes, les vestes sans col des Beatles, c'est lui aussi, Pierre Cardin. Alors donc, il a fait beaucoup, beaucoup parler de lui, mais c'est vrai que il a été celui qui a introduit toute cette idée de produits sous licence. Et selon certains, il est allé beaucoup trop loin parce qu'il a perdu un peu le contrôle de sa marque. Donc, la griffe a été diminuée, le prestige de sa griffe a été diminué par la suite, mais il a quand même créé des choses absolument formidables. Puis en plus, il a été l'amant de Jeanne Moreau, donc il n'était pas tout à fait banal. Et puis, évidemment, Yves Saint-Laurent, qui avait pris
qui avait continué l'héritage de Christian Dior à la mort de Dior en 57. Alors, il avait su, M. Dior, choisir ses assistants. Hein. Alors, il avait choisi Yves Saint-Laurent, qui a repris la marque, la griffe par la suite, jusqu'à sa rencontre avec celui qui allait devenir son compagnon de vie, mais aussi un homme d'affaires absolument exceptionnel, Pierre Berger. Et Pierre Berger convainc Yves Saint-Laurent de quitter Dior et d'ouvrir sa propre maison de couture en 1961. Alors, il faut dire que l'apport de Saint-Laurent à la mode est indéniable. Il a vraiment su de façon magistrale imposer ses looks parmi ses grands classiques, évidemment, ses vêtements iconiques. Il faut se rappeler le tailleur pantalon, ça va de soi, le smoking, le caban. Il va également... Attendez, je croyais... non, on va revenir plus tard avec Saint-Laurent dans les années 70 parce qu'il a vraiment survolé ces années-là. Alors donc, il y a aussi Karl Lagerfeld qui débute en même temps que Saint-Laurent et les deux vont se voir accorder ex aequo d'ailleurs un premier prix. Alors donc Karl Lagerfeld, l'Allemand, très très jeune, décide d'étudier à Paris, de s'installer à Paris et il fait vraiment la tournée des maîtres de la grande haute couture puisqu'il va d'abord travailler, il va faire ses classes chez Patou, Jean Patou, et ensuite chez Balmain. Et avant de prendre la direction artistique de Chloé, qui était en pleine désuétude à ce moment-là, la maison Chloé, qui ne fonctionnait plus très bien. Alors, c'est déjà en 63 où il prend la direction artistique de Chloé, qui va remettre dans le coup, avant de faire un peu la même chose en 65, de remettre la fourrure de chez Fendi en Italie, dans le coup. Et là, tous les regards se sont portés vers lui. Et on sait ce qui s'est passé ensuite chez Chanel, qui était une marque qui finalement avait perdu tout son prestige après la mort de Mademoiselle Chanel. Eh bien, il va également la relancer. Et lorsque je pense à Karl Lagerfeld, pour moi, il y a un côté où je le considère comme étant un peu le Dali de la mode, avec ses extravagances et tout, mais quel génie qui nous a quittés il y a si peu de temps. Parmi d'autres figures importantes des années 60, je crois qu'il faut absolument mentionner aussi Sonia Rykiel, qui est qui va devenir la reine de la maille, qui ouvre sa première boutique dans les années 60 à Saint-Germain-des-Prés et qui va oser montrer les coutures à l'extérieur, ce qui n'était jamais fait auparavant, et qui va vraiment avoir un look absolument dithyrambique qui va plaire aux femmes de cette époque-là. Et puis, parmi les top modèles de l'époque, eh ben, elles sont presque toutes britanniques. Évidemment, on va redéfinir les canons de la beauté. D'abord avec Twiggy, la brindille, qui vraiment va faire fureur avec les maquillages de Penelope Tree et puis la beauté irrésistible de John Shrimpton. Il y avait aussi la grande Verouchka en Allemagne, qui était une figure marquante de cette époque-là. Et seulement pour vous montrer à quel point l'idée du Swinging London est tellement importante, il y a un film très, très, très marquant. Et si vous allez le louer, regardez-le sur YouTube ou peu importe, parce qu'il est tellement significatif de cette époque-là, où le grand Antonioni décide de tourner un film qui va s'appeler Blow Up et qui se passe à Londres. Et c'est l'histoire d'un photographe donc qui photographie les mannequins de l'époque. Et dans le rôle féminin le plus important du film, c'est quand même la grande Vanessa Redgrave qui joue là-dedans. Et on va apercevoir une jeune femme toute en délicatesse qui va faire ses premiers pas, tant au cinéma que devant les écrans, en tout cas. C'est évidemment Jane Birkin qu'on va apercevoir dans ce film-là, mais c'est très, très typique, vous savez, mêler la musique, le cinéma, le monde de la photographie, des mannequins dans ce London qui se voulait le must de cette époque. Alors, pendant ce temps, on arrive au Québec.
Et puis, qu'est-ce qui se passe au Québec? Eh bien, il se passe d'abord et avant tout, là aussi, notre révolution tranquille va naître. Et dès l'élection, d'ailleurs, en 1960, du Parti libéral de Jean Lesage. Alors donc, ça nous fait entrer de plein pied dans notre révolution à nous. On va assister en même temps à la montée du nationalisme, à la libération des mœurs, ça va provoquer ça une effervescence culturelle très ardente. Et puis, eh ben, il va y avoir l'Expo 67. On l'a vécu ici au McCord. On a vu à quel point, dans cette exposition formidable que vous aviez faite en hommage à l'Expo 67, à quel point ça a été une année où Montréal découvrait le monde découvrait Montréal. Ça semble cliché de dire ça, mais c'est exactement ça qui s'est passé. Et moi, je tiens à vous dire qu'en parallèle à ça, c'est là où je suis allé étudier à l'École des métiers commerciaux. Et mon terrain de jeu de l'été 67, c'était évidemment l'Expo 67. J'ai vu absolument, je pense, tous les défilés qui ont été organisés à ce moment-là là-bas avec ma bande de copines et de copains de l'École des métiers commerciaux. C'était formidable. Et en même temps, on avait des femmes très, très modernes, hein, comme Dodo et Denise. D'ailleurs, mon projet de fin d'études à l'École des métiers commerciaux, c'était de créer une garde-robe pour Dodo et Denise, parce que c'était des références. Vous voyez, on les voit ici, mais souvenez-vous, on peut encore revoir ces émissions-là sur Arte TV, d'ailleurs. Mais c'était formidable parce qu'il y avait une boutique qui s'appelait la boutique L sur la rue Crescent. Et là, on voyait, par exemple, tous ces vêtements-là qu'on voyait dans le L français arriver, débarquer à Montréal. Et c'était formidable parce que je vais vous expliquer à quel point il y a eu un virage à partir de ce moment-là important. Et puis, évidemment, encore une fois, des films importants comme Valérie qui allait vraiment révolutionner tout et Daniel Ouimet dans ce premier rôle-là. Je tiens à vous dire que quand je suis allé étudier entre vous et moi, pour l'anecdote, à l'École des métiers commerciaux, vous savez, il se donnait également des cours du soir à l'École des métiers commerciaux. Et il y avait notre professeur d'anatomie qui rêvait sans arrêt d'une de ses élèves du cours en cours du soir. Et il n'arrêtait pas de nous vanter ses mérites et tout ce que vous voulez. Et puis, jusqu'au jour où j'ai appris que c'était Daniel Ouimet et qu'elle avait quitté l'école pour aller tourner Valérie. Alors, à chaque fois que je croise Daniel, on se rappelle toujours ces moments-là. Et puis, alors donc, quand les initiateurs de changement, là, tout commence à se passer avec tous ceux et celles qui ont créé des uniformes, évidemment, pour l'Expo 67. Ça va de soi que là, on découvrait nos couturiers, nos designers. C'était absolument formidable cette bougie d'allumage qu'a pu être l'Expo 67. Alors, évidemment, de Michel Robichaud à Marielle Fleury. Et là, c'était les débuts de Serge Réal, hein, qui avait étudié quelques années avant moi à l'École des métiers commerciaux, qui vont également créer des uniformes là-bas. Le grand John Warden, ça va de soi, le Golden Boy, comme on l'appelait, qui m'a servi d'ailleurs de mannequin. Alors donc, cette idée que des uniformes, qu'on pouvait s'attaquer à des uniformes et tout ça, fait en sorte qu'on démocratise la mode. Et puis avec Saint-Laurent qui venait de lancer Rive Gauche, avec la naissance du prêt-à-porter à Paris, plusieurs des créateurs d'ici ont eu envie de faire la même chose. Il faut aussi souligner qu'il y avait quand même un très grand créateur à Québec qui s'appelait John Kelly, qui, lui, essayait de perpétuer la grande tradition de la haute couture. D'ailleurs, il faudrait qu'il y ait un film qui soit tourné sur lui parce qu'il est mort dans des circonstances totalement nébuleuses. On n'a jamais vraiment éclairci l'histoire de sa mort. Il a été retrouvé mort, mais on croit assassiné, possiblement, donc à Québec, dans sa maison de couture. Dans les années 60 aussi, il se passe des choses formidables avec la fondation du Collège La Salle, avec M. Jean-Paul Morin. L'édition francophone de Châtelaine voit le jour en 1960. On a aussi nos grands mannequins qui commencent à avoir des carrières internationales. Je pense particulièrement à Nicole Deslauriers, la Montréalaise qui débutera une carrière internationale
de mannequins, autant devant les photographes pour les magazines que sur les podiums de New York et de Paris. Et puis, il y a des illustrations. Alors ici, il y a le grand Jacques de Montjoie, qui est toujours avec nous. C'est tellement formidable de le voir. Et puis, il y a John et Lise Warden ici. Et on voit les uniformes de Serge et Réal pour l'Expo 67. Et évidemment, Marielle Fleury, qui aura marqué, qui aura été une très avant-gardiste en déjà allant vouloir collaborer avec des fabricants. Alors, on va assister, à cause de ces gens-là, aux premières collaborations entre créateurs, designers et fabricants et manufacturiers. Et puis, à l'Expo 67, il s'est passé quand même quelque chose d'incroyable parce que j'étais là pour ce défilé-là, quand Jacques de Montjoie avait fait cette cape qu'il avait, c'était un 2 pièces. Et donc, il y avait une tunique un peu indo-chinoise en dessous de cette cape qui était, vous reconnaissez évidemment le drapeau américain. Alors, il voulait dénoncer la guerre au Vietnam. Et à ce moment-là, il voulait vraiment protester. C'était dans le goût du jour. Il y avait plein de manifestations partout, d'ailleurs aux États-Unis aussi, contre la guerre, dénonçant la guerre du Vietnam. Et Jacques avait voulu, lors de ce défilé, finalement, dénoncer cette guerre. Et celle qui était la styliste du défilé était Iona Monahan. Et elle a menacé, parce que Jacques m'a raconté l'histoire, elle avait même menacé de ne pas présenter ce vêtement-là, parce que ça allait faire scandale. Et Jacques a dit, écoutez, moi je fais un scandale si vous ne présentez pas le vêtement que j'ai créé. Et donc, pour une des rares fois, Iona a cédé. Et Jacques a pu défiler. Et il m'a raconté l'histoire de cette femme américaine qui a acheté cet ensemble-là après le défilé. Et c'était une Américaine qui faisait partie de toutes les manifestations partout aux États-Unis pour dénoncer la guerre du Vietnam. Et pendant les semaines qui ont suivi, et même les mois qui ont suivi, elle allait assister à ces manifestations, arborant la cape et la robe de Jacques de Montjoie. C'est formidable. Et quand je vous parlais de l'importance des illustrateurs et des illustratrices, eh bien, c'est quand même Vittorio qui a créé le logo du château, le Grand Vittorio. Et donc, vous voyez le château qui a tellement été avant-gardiste aussi, parce que, M. Siegel, Herschel Siegel, a créé le château à la fin des années 50. C'était tellement annonciateur de ce qui allait arrivé dans les années 60, hein, cette mode pour jeunes et tout. Alors, ces chapeaux pour ce visionnaire exceptionnel. Je me souviens que ma première chemise à fleurs, la première journée où j'ai été étudier la mode à l'École des métiers commerciaux, eh bien, elle venait du château. Alors, c'est pour ça que je suis très fier un jour d'avoir même dessiné pour aussi le château, d'avoir convaincu M. Siegel de me laisser aller. Ça avait été une collaboration absolument formidable. Et puis, regardez des publicités d'Eaton, par exemple, d'Eugénie Gros, et Georgina Strati aussi, qui était une illustratrice absolument phénoménale. Alors moi, pendant ce temps-là, je vous parlais du film Blow Up qui m'avait tellement marqué. Eh bien, voilà l'affiche de Blow Up. Et puis, on me voit ici devant le pavillon thématique avec mon petit frère Mario à l'Expo 67. Et puis déjà, je me faisais un peu mon cinéma en rêvant un jour d'habiller Barbara, la grande chanteuse. Et puis donc, voilà. Alors, j'ai le goût de continuer à vous raconter une histoire de mode. Alors, si vous voulez bien, on va faire une petite pause et on va revenir par la suite pour la suite des choses, les années 70 et les années 80. Alors, c'est la fin de la parenthèse et de l'interlude. Et puis, vous savez, ça me rappelle toujours une entrevue que j'avais entendue à la radio de Radio-Canada avec le grand comédien français Philippe Noiret. Mon Alexandre le Bienheureux préféré. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film extraordinaire, mais enfin, il a fait tellement d'autres chefs-d'œuvre. Mais vous savez que c'était un homme qui aimait, un esthète, hein, qui aimait tellement bien manger, bien s'habiller. C'était un dandy extraordinaire qui aimait tellement la vie. Et puis, dans cette entrevue-là, il venait présenter un film à Montréal, un nouveau film. Et à un moment donné, en parlant de la vie, il a dit... vous savez, le voyage est court, autant le faire en première classe. Et puis j'ai l'impression que c'est ça que j'ai envie de vous faire, un petit voyage en première classe. Alors,
Donc, on va recommencer avec les années 70. Dieu sait que ça va bouger, ces années 70. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est vraiment, d'un point de vue politique et tout ça, c'est le scandale du Watergate, bien sûr, qui a eu raison de Richard Nixon. Comme l'histoire se répète. C'est la fin de la guerre du Vietnam. C'est la naissance du mouvement punk aussi, rappelez-vous quand même. Mais c'est aussi la consécration de la génération disco. Est-ce qu'on peut avoir deux mouvements tellement diversifiés à l'opposé? C'est incroyable. Alors, on écoutait Bob Marley et Michael Jackson et les Bee Gees et Sting et Queen et Pink Floyd. C'était vraiment incroyable tout ce qui se passait avec, évidemment, le cinéma, les discothèques partout, et c'était le cas partout dans le monde, mais aussi à Montréal, ça je l'ai vécu. Et puis le fameux Studio 54 de New York, où je me souviens qu'on allait, c'était parce que moi c'est là où je vais faire mes tout débuts. Au début des années 70, avec ma première petite collection. Mais on partait une bande d'amis pour aller passer finalement un week-end à New York et on ne dormait pas de la nuit, là. Et puis, je me souviens tellement du Studio 54. Et puis, je me souviens que j'avais dansé avec Andy Warhol et puis Calvin Klein. C'était quelque chose d'incroyable à l'époque. Et puis, des films qui évidemment, nous ont troublés, comme Apocalypse Now. Et puis, un formidable Andy Warhol qui va vraiment s'imposer. Déjà, il avait commencé dans les années 60, mais son apothéose, c'est vraiment les années 70. Alors donc, qu'est-ce qui se passe dans ces années-là en mode à l'international? Eh bien voilà, on va vraiment voir à quel point c'est vraiment l'internationalisation de la mode qui va vraiment dominer ces années 70. C'est-à-dire que on a beaucoup parlé de Paris comme capitale de la mode. On a dit à quel point Londres était devenue tellement important, une ville tellement importante. Mais là, on va vraiment voir l'arrivée des Italiens, parce qu'il y avait toujours eu de grandes marques prestigieuses italiennes, là, de Gucci à tous les autres, évidemment, qui nous ont tellement toujours marqués, mais dans la grande tradition de l'élégance à l'italienne et tout. Mais là, il va y avoir un nouveau souffle de créateurs qui va se pointer. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, on va voir aussi tout à coup que les États-Unis vont vraiment commencer à imposer leurs créateurs également. Qu'est-ce qu'on voit à Paris? Eh bien, on a parlé évidemment de Sonia Rykiel tout à l'heure, mais c'est dans les années 70 qu'elle va vraiment prendre son air d'aller. Et puis Saint-Laurent, c'est un look typique avec ses tailleurs pantalons. Et puis, alors donc, on va avoir Gianni Versace et son grand rival, Armani. Hein. C'est incroyable à quel point on a opposé toujours ces deux-là, les deux visions de l'Italie du Sud et l'Italie du Nord. Alors, c'est fascinant ce que ce pays si créatif a pu apporter à la mode, autant dans les matières d'ailleurs qu'au point de vue des créations. Alors donc, on va voir aussi, c'est à ce moment-là que Yves Saint-Laurent, qui avait amené Rive Gauche, hein, sa collection Bis dans les années 60, eh bien, il va arriver avec peut-être parmi ses plus belles collections, son hommage notamment au ballet russe et à toutes les autres cultures du monde, son hommage à la culture marocaine aussi, ça va être formidable. Et puis, c'est vrai que la mode, c'est du cinéma, et c'est très drôle parce que les deux commissaires, en fait, de mon exposition là-haut, qui ont identifié cette inspiration très forte chez moi du cinéma. Je me suis toujours fait mon cinéma. Et j'avais déjà écrit quelque part, et j'avais oublié que j'avais fait cette affiche qui est dans la collection, qui est dans l'exposition là-haut. Et j'avais dit, la mode, c'est du cinéma. Et la boutique Revanche avait demandé si elle pouvait utiliser ça sur les auvents de la boutique Revanche sur la rue Saint-Denis, ce que j'avais donné la permission à Mme Francine Fontaine de le faire. Alors donc, c'est vrai que pour moi, la mode, ça a toujours été un peu du cinéma. Et dans les années 70, on en a la preuve indéniable, parce que certains films vont vraiment aider à établir
le succès incroyable de certains créateurs de mode. Ça va être le cas, par exemple, et moi, une de mes collections fétiches, c'est quand je l'ai dédiée à Annie Hall, c'est un peu mon hommage à Annie Hall, ce côté masculin-féminin, donc le look Ralph Lauren avec le boyfriend jacket et tout sur la très belle Diane Keaton, hein, dans ce film de Woody Allen. C'était extrêmement marquant. Et puis Richard Gere, ici, qu'on voit dans American Gigolo, qui va vraiment être habillé des pieds à la tête pendant tout le film par Giorgio Armani. Et c'est ça qui a propulsé la carrière de Giorgio Armani partout dans le monde, en fait. Et puis, on a des idoles absolues qui vont lancer le look glam. Hein, et le look glam, c'est pour, en fait, glamour et androgyne. Alors, c'est glamour et androgyne pour David Bowie, qui est ici habillé par Kansai Yamamoto, le japonais. Non pas Yoji, mais Kansai. Il y a deux Yamamoto intéressants vraiment au Japon. Et il va vraiment devenir une figure iconique de la mode. Alors donc, on va voir le punk qui va s'opposer au disco. Et à New York, on va voir aussi une créatrice finalement d'origine belge qui va devenir américaine, qui s'appelle Diane van Furstenberg. Et elle va créer sa fameuse robe portefeuille en jersey qui va marquer d'ailleurs toute sa carrière. Et puis, on va voir aussi à quel point en Italie, Armani et Versace vont s'opposer. On a d'ailleurs souvent voulu les opposer. Alors, voici un cocktail explosif. Hein. Le look punk d'un côté et le style disco de l'autre. Alors, ils n'étaient pas faits pour s'entendre, ces deux-là. Et puis, on va voir que, par contre, ce qu'il y a d'extraordinaire dans la mode, c'est qu'il y a eu souvent des mouvements anti-mode ou anti-fashion. Et ça toujours, c'est ça qui est d'extraordinaire dans la mode. La mode récupère tout. Alors donc, le mouvement existentialiste, par exemple, à Paris, sur la rive gauche, c'était pour s'opposer à cette mode frivole et tout. Hein, on voyait, moi je me souviens très très bien que ma première blonde, Claudette Blanchard. Eh bien, Claudette, j'arrivais le samedi soir pour aller la chercher, puis sa mère lui repassait les cheveux sur la planche à repasser. Et puis, elle portait toujours des cols roulés noirs à la Juliette Gréco et tout ça. Et puis, il fallait vraiment... Et puis, avec les faux cils incroyables. Alors, il y avait tout ce mouvement-là existentialiste qui finalement a toujours été récupéré par la mode. Et ça a été la même chose avec le mouvement punk. Et c'est surtout deux créatrices britanniques là, qui se sont accaparé le look punk. Il y en a une qui est encore très présente, c'est Vivienne Westwood, qui est vraiment, elle, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer, vraiment. Et elle a vraiment donc recréé le look punk, mais elle l'a mis à la mode. Alors, elle a fait des défilés, carrément des punks lors de ces défilés de mode. Et l'autre qui s'est emparé aussi de ce mouvement-là à sa façon, c'est Zandra Rhodes, aussi, à Londres. Alors donc, on voit à quel point, finalement, c'est extraordinaire de voir les Britanniques, hein, qui sont capables de la plus grande tradition, on le sait, mais peut-être parmi les créateurs et les créatrices les plus révolutionnaires, d'Alexander McQueen à tous les autres, ça a souvent été des Britanniques aussi. Alors, c'est vraiment extraordinaire de voir ces deux pôles extrêmes qui, finalement, se mêlent et qui continuent de fasciner. À chaque fois qu'on va à Londres, on est absolument fasciné. Et regardez le changement dans les mannequins de l'époque. Hein. On va finalement voir les premiers mannequins noirs qui vont vraiment s'imposer, d'Iman à Grace Jones. Et Grace Jones, elle a comme tous les talents. Là, elle devient un peu l'héroïne aussi de certains films. Elle va, rappelez-vous, son succès incroyable, La vie en rose et tout. Et puis, la très, très belle Isabella Rossellini, hein, la fille d'Ingrid Bergman et Roberto Rossellini. Et puis, l'américaine Lauren Hutton, qui va ensuite faire une très, très belle carrière également de mannequin. Alors, tout de suite, on arrive au Québec. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, Robert Bourassa va donc devenir le plus jeune premier ministre du Québec.
On va vivre la crise d'octobre de 1970, on s'en souvient tous. Le Parti québécois va prendre le pouvoir en 1976, dirigé par René Lévesque. La loi 101 va être adoptée, ça brasse. Et puis, Nadia Comaneci va être consacrée la reine incontestable des Jeux olympiques d'été de Montréal en 1976. Et puis, des personnalités qui vont régner en maître sur Montréal. C'est évidemment notamment le maire Jean Drapeau, pour le pire parfois, pour le meilleur souvent aussi, heureusement. Mais on va voir aussi à quel point Phyllis Lambert, cette femme admirable, va vraiment tout faire pour sauver ce qui reste de maisons patrimoniales sur la rue Sherbrooke ici, en fondant Héritage Montréal. Et plus tard, elle va fonder évidemment le CCA, le Centre d'architecture. Et puis, on va voir à quel point Pierre Bourgault va enflammer les Québécois, alors que Pierre Elliott Trudeau va plutôt les diviser. Alors, on est très partagé, on aime et on déteste. Et puis, il y a toujours sur la scène culturelle un bouillonnement incroyable entre le cinéma de mon oncle Antoine, notamment de Claude Jutras, le cinéma de Gilles Carle, de Jean Baudin, de Jean-Claude Laure. Et puis, la scène musicale est foisonnante, là, avec Diane Dufresne, avec Offenbach, Beau Dommage, Harmonium, et surtout Léonard Cohen. Et puis, Radio-Québec va finalement entrer en ondes en 1968. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir des années 70 au Québec? Là, on dirait que tout est possible. C'est extraordinaire. On a des fabricants formidables. Et là, j'en nomme quelques-uns. Hockey Sanf, Irving Samuel, Montroy, Brodkin et tout. Mais ils sont un petit peu, souvent, ces fabricants-là, endormis, c'est-à-dire en suivant une grande tradition qu'ils ont toujours répétée, ou alors parfois en plagiant les grandes collections européennes ou peu importe, mais avec un savoir-faire extraordinaire. Par exemple, quand j'ai commencé chez Beverini et Hockey Sanft, eh bien, je me baladais dans l'usine d'Hockey Sanft, et là où il y avait tous les tissus, et je voyais les bouclés et les bouclettes de Chanel, là, mais le vrai Chanel. Parce qu'imaginez, c'était tellement un fabricant haut de gamme qu'il avait réussi à avoir la licence pour la fabrication des tailleurs Chanel pour l'Amérique du Nord, c'est-à-dire que les tailleurs qu'on retrouvait chez Bergdorf Goodman, Chanel et tout ça étaient fabriqués à Montréal. Alors, on avait ce savoir-faire, et puis on peut parler des autres, Irving Samuel et tous les autres. Alors, c'était assez formidable, mais sauf que ce n'étaient pas tous ces fabricants qui avaient l'impression qu'ils devaient travailler en collaboration avec des designers. Oui, on le faisait chez Irving Samuel et chez quelques autres, mais pas suffisamment. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Et le monde a été un peu de la mode montréalaise a été un peu ébranlé par l'arrivée souvent de l'immigration, encore une fois juive, mais cette fois-ci venant souvent du Maghreb et particulièrement du Maroc. Donc, ces gens-là sont devenus des importateurs et des distributeurs de griffes et de marques souvent françaises très, très cotées. Je pense à Agnès B., je pense à Cacharel, Dorothée Biss, Daniel Echter, Georges Reich, Rodier. Et donc, ils étaient passés par le Sentier à Paris. Le Sentier, hein, c'est ce quartier de la Guinée, comme on dit ici. Et donc, ils ont vu toutes ces marques-là. Et là, lorsqu'ils ont immigré ici, donc souvent à la fin des années 60, début des années 70, ils se sont dit, il y a des bons fabricants, mais ils sont tellement traditionnels. Nous, on peut amener avec ces marques françaises-là un renouveau. Et d'ailleurs, moi, je me souviens qu'on allait à la place Ville-Marie et il y avait une allée complètement consacrée à ces gens-là, ces importateurs, qui s'appelait La Ruelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et puis, il y avait Georges Reich et Christian Aujar sur la rue Crescent. Il y avait Rodier. Il y avait toutes ces boutiques-là qui ont révolutionné un peu ça. Et là, les acheteurs et les acheteuses des boutiques comme des grands magasins trouvaient que finalement, les fabricants traditionnels d'ici commençait à manquer vraiment une signature et tout. Et là,
Ça a donc réveillé les fabricants. Et là, ce que Marielle Fleury et Michel Robichaud et Léo Chevalier et John Warden avaient commencé à faire à la fin des années 60, ben là, ça a pris une ampleur extraordinaire. Donc, les fabricants ont dit, on a besoin, pour se distinguer, d'avoir une touche originale, une signature porteuse d'une vraie griffe. Et donc, c'est pour ça qu'est né beaucoup de collaboration entre les designers et les fabricants, qui étaient souvent, il y avait souvent un fossé entre ce qu'on appelait d'un côté les artistes et puis les gens d'affaires, les fabricants de l'autre côté. Alors donc, la mode d'ici, à partir de ce moment-là, a vraiment le vent dans les voiles, là, et il y en a pour tous les goûts, c'est-à-dire des grands fabricants, des petites boutiques. Les boutiques, c'est incroyable, ça ouvre à tous les coins de rue. C'est sur la rue Laurier, c'est à Westmount, c'est vraiment partout dans la ville. Et donc, c'est formidable de voir ça et à quel point les grands magasins embarquent dans le jeu. Et puis, il y a des noms qui vraiment se détachent. Il y a ces grands créateurs que sont Serge et Réal, qui finalement vont ouvrir leur atelier boutique extraordinaire à Westmount, sur Green, et qui vont habiller vraiment tout le gratin de Montréal, autant du côté anglophone que du côté francophone. On voit ici, c'est Mariette Lévesque qui porte une création de Serge et Réal. Et j'ai trouvé cette photo formidable parce que c'est lors du festival Montréal Mode en juin 1974. On voit Iona Monahan qui est dans les coulisses et qui prépare ça, et elle va présenter la collection de Francine Vandelac, qui a été une figure marquante de la maille ici. Elle a révolutionné, Francine, littéralement la maille et le tricot, de même qu'Ariane Carle, qui aussi, et Ariane a toujours sa boutique d'ailleurs, et je suis tellement ravi de voir que Francine Vandelac, à plus de 70 ans, finalement, recommence à faire des créations qui sont absolument magnifiques. Michel Robichaud va continuer sa carrière exceptionnelle, de même que Léo Chevalier. Et puis, il y en a un qui arrive en même temps que moi, ou à peu près, c'est Georges Lévesque, qui va vraiment être marginal, hein, qui va vraiment en faire qu'à sa tête et ouvrir sa boutique en dehors des sentiers battus. Et puis, il va s'attirer tout de suite une clientèle artistique très, très importante. Les Margeaux de ce monde, les Margie Gillis notamment, Carole Laure et tout. Et malheureusement, il nous a quittés. Il est mort tragiquement d'une crise cardiaque. Mais sa boutique est toujours là, sur la rue Saint-Laurent. Si vous allez dans le coin, c'est encore protégé par son ex-conjointe et tout. Alors, et on refait d'ailleurs d'anciens modèles de Georges dans cette boutique-là. C'est merveilleux que finalement son œuvre subsiste. Et puis, il ne faut pas oublier que j'en ai pas encore parlé, mais l'importance de l'industrie de la fourrure, on n'a pas idée de ce que ça pouvait représenter ici. Le plus grand salon nord-américain se passait quand même à Montréal, et les acheteurs du monde entier venaient ici acheter les fourrures, et les fourreurs de Montréal étaient considérés comme parmi les plus grands fourreurs dans le monde, d'ailleurs. Et on voit ici un surdoué, la Donald Richer. C'était Donald et non Daniel. Il y a une erreur, je suis désolé, qui créait et qui travaillait la fourrure de façon exceptionnelle. C'était absolument magnifique. Et puis, j'ai retrouvé, assez étonnamment, une robe de moi quand on parlait du côté glamour, hollywoodien, la mode, c'est du cinéma. On voit ici une balançoire et donc une de mes robes avec le boa qui était descendu du plafond. Et ça se passait chez Régine parce que c'était l'époque des discos, ici aussi, des discothèques, des boîtes de nuit. Et en plus d'avoir une discothèque qui s'appelait notamment le Limelight, eh bien, il y avait des discothèques parisiennes qui s'étaient installées ici, dont Régine et Castel aussi, sur la rue Crescent. Et tout ça était souvent orchestré par Coco,
Douglas Coco, on l'appelait, Léopold, qui était un personnage hors du commun, irrésistible, extraordinaire. Hein. C'était l'âme des nuits montréalaises et ensuite des nuits new-yorkaises et tout ce que vous voulez, mais c'était un personnage et gravitait autour de lui le who's who de ce qu'était Montréal. Et moi, ben, en 1972, eh ben, je lance ma première petite collection. À vrai dire, je trouve que j'ai eu deux débuts. En 72, je suis allé m'établir dans le Vieux-Montréal, dans un petit atelier boutique. Et je tiens à vous dire que le Vieux-Montréal n'était pas du tout à la mode dans ce temps-là. C'était incroyable. J'étais à côté du Centre Phi, qui était un immeuble barricadé. Ça servait d'entrepôt. Il n'y avait même plus de fenêtres et tout. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours senti que il fallait faire renaître ce quartier qui était l'âme de Montréal. Alors donc, j'étais là en 72, peut-être un petit peu trop à l'avance. Et puis ensuite, mon petit studio s'appelait Parenthèse. Ben, vous allez tout découvrir ça à l'exposition, je ne me répéterai pas. Mais donc, j'ai eu une pause parce que je suis allé chez Eaton, qui a voulu m'entraîner pour devenir acheteur pour leur collection européenne, ce que j'ai fait fébrilement. Jusqu'en 1976. Et en 1976, j'allais devenir un designer frustré. Et heureusement, chez Eaton, plus spécifiquement à la boutique Adam, comme Adam et Ève, c'était la plus belle boutique pour hommes, je pense qu'on avait à l'époque, sincèrement. Et donc, j'étais j'étais devenu le directeur de la boutique et l'acheteur. Et donc, j'ai commencé à parler autour de moi parce que donc, on habillait beaucoup des artistes connus. J'habillais notamment notre célèbre Boubou, Jacques Boulanger, à l'époque. Et puis, plein d'autres gens extrêmement élégants de Montréal, donc des personnalités plus du monde de la culture, mais également une très belle clientèle qui était souvent des fabricants justement de vêtements. Et il y en a un qui m'a finalement donné ma chance. Il s'appelle toujours Arthur Sanft, qui avait une compagnie qui s'appelait Beverini, qui était en fait en parallèle, qu'il opérait en parallèle à la grande entreprise familiale qui était Hockey Sanft, qui appartenait à son père. Et puis, il m'a donné ma première chance et donc ma deuxième collection, si vous voulez, mais cette fois-ci pour un manufacturier. Et c'est là mon second début. Je l'ai appelé BOF. Et pour moi, ça voulait dire Best of Fashion. Et aujourd'hui, c'est drôle parce qu'il y a un site, le plus important peut-être, site sur la mode aux États-Unis qui s'appelle BOF, mais c'est pour Business of Fashion. Alors, vous voyez de quel côté je me situe. Et puis, on va arriver aux années 80. Il fallait parler aussi dans les années 70 là, de gens vraiment aussi très importants, comme j'ai parlé d'Ariane Carle, de Francine Vandelac, mais Simon Chang a été un déterminant là, après une carrière formidable comme acheteur à la baie. Et puis ma grande amie, qui nous a quittés trop tôt, Lorraine Beauchamp. Qui a fait une carrière formidable chez Daymore Couture. Alors donc, Lorraine a fait des robes absolument magnifiques. Il y avait des mannequins formidables, des photographes fabuleux. Je vous parlais du plus grand salon de fourrure qui se passait ici au mois de mai, chaque mois de mai à Montréal. Et on en a vu de toutes les couleurs. Hein. L'industrie de la fourrure, ça a été très contesté et tout. Ça se passait toujours à la place Bonaventure et c'était parfois presque dangereux. On lançait parfois des protestataires de la fourrure, de la peinture sur les défilés de mode qui avaient lieu et tout. Et puis, il y avait les activités du Fashion Group aussi, qui était un regroupement de femmes de la mode qui organisait toutes sortes d'événements. Moi, je me souviens, il y avait Huguette Barry, notamment, qui organisait des petits déjeuners au Château Champlain. Alors, donc, c'était des petits déjeuners et c'était comme des défilés couture. Et Huguette, systématiquement, essayait de passer un peu tout le monde. Et puis, il y avait Yolande Cardinal et Francine Potvin qui organisaient des grands défilés, tant au Ritz-Carlton, évidemment, qu'au Reine-Élisabeth. C'était des années où il y avait des défilés de mode un peu partout. Et chaque saison, il y avait surtout 3 grands défilés de mode qui se faisaient concurrence. Alors, il y avait le défilé d'Old Fruit, il y avait le défilé de Lily Simon et il y avait le défilé d'Eaton. Et donc là, c'était
c'était vraiment la grande rivalité, lequel allait se détacher le plus, allait vraiment provoquer le plus d'enthousiasme et tout. Et presque toujours, le défilé d'Eton se passait à la grande salle Art déco du 9e. J'espère que la plupart d'entre vous se souviennent de cette salle qui, paraît-il, a été protégée, mais que j'ai vue il y a 2 ans. Et ouf, c'est assez pathétique de voir ça. Mais, et puis... donc, c'était extraordinaire de voir l'engouement qu'avaient les gens pour les défilés de mode. Et il y avait aussi l'association des designers de mode euh, qui était là dans les années 70. Et c'était autant des designers de mode de Toronto que de Montréal. Et on faisait le défilé à Montréal et à Toronto. Et après, ça partait à travers plusieurs villes canadiennes. Alors, c'était extraordinaire de voir que ça se passait partout dans le Canada. Euh, et donc, il faut aussi parler qu'il y a des marques importantes. Des gens oublient qu'on a des marques formidables qui sont nées ici. J'ai parlé du château tout à l'heure, mais j'aurais pu également parler de Aldo, hein, qui est né dans les années 70. C'est là où Canuck est arrivé, Santana Jeans qui est devenu Parasuco par la suite, et une marque absolument formidable qui a toujours été fidèle à sa philosophie de base, c'est Ça va de soi, la belle marque de tricot où on peut voir les boutiques de Ça va de soi sur la rue Laurier notamment, et puis chez Ogilvy. Et puis dans les années 80, eh ben, j'ai envie de dire We Are the World. Ça nous a tellement marqué, cette chanson incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe en fait dans le monde? Du côté des politiciens, on va retrouver François Mitterrand en France, Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et Ronald Reagan aux États-Unis. Alors c'est assez incroyable à quel point de voir la différence à ce moment-là, le côté gauchiste de la France, alors que les 2 autres pays sont totalement à droite. On va vivre l'horrible famine en Éthiopie, la catastrophe de Tchernobyl, les manifestations de la place Tiananmen. Oh, que l'histoire se répète, mais cette fois-ci à Hong Kong. Hein. On va heureusement citer à la chute du mur de Berlin et à la réunification de l'Allemagne. Mais on va vraiment vivre la pandémie de sida. Et ça, ce sera horrible pour tout le monde de la mode, hein, surtout. En mode, on va assister au triomphe des yuppies. C'est les Young Urban Professionals. Alors ça, là, c'est... Souvenez-vous, dans les années 80, moi, j'ai adoré ces années-là parce que c'était des années tellement extrêmes. Je trouve qu'on a connu le pire et le meilleur. Mais au moins, c'était audacieux. On essayait des choses. On allait parfois trop loin, quitte à revenir. Mais il y a eu des choses absolument magnifiques. Alors, souvenez-vous que quand même, les années 80, vraiment, ça va être les États-Unis qui vont nous imposer un mode de vie à la Dallas, un style vestimentaire à la Dynasty, et puis une esthétique cool à la Miami Vice. Et on va voir à quel point, là, les marques américaines vont commencer à s'imposer et avec la force de leur concept publicitaire. Parce que là, on va commencer, dans les années 80, à jouer beaucoup sur la publicité et surtout dans l'idée de la provocation. Souvenez-vous évidemment, Brooke Shields, qui à 14 ans, là on voit la folie des années 80, avec nos idoles, hein, de Boy George à Madonna, à Cyndi Lauper. Alors on voit de quel bois on chauffait. C'était vraiment du délire à tout point de vue. Et on va voir justement l'audace et l'excentricité de ces années-là, et jusqu'aux marques américaines. Mais auparavant, je vais vous dire ce qui se passait beaucoup en ce moment-là à Paris, parce qu'il y a des têtes d'affiches là qui ont été absolument des têtes marquantes de ces années. Souvenez-vous de Thierry Mugler, hein, avec ses costumes d'Amazon, avec les structures incroyables, les pads qui étaient tellement exagérés, et Claude Montana. Et ces deux-là ont eu beaucoup de mal à se renouveler, à vrai dire. Et c'est pour ça que Thierry Mugler est allé plutôt vers le costume après, parce qu'il était un peu prisonnier de son style, et celui qui, malheureusement, selon moi, avait un talent incroyable, mais qui n'a pas su
renouvelé son style et qui, malheureusement, a terminé dans une déchéance épouvantable. C'est Claude Montana, qui vit toujours, mais qui n'est pas très bien. Et celui qui a échappé à tout ça, mais qui a été une figure tellement marquante, c'est Jean-Paul Gaultier, qui n'arrête pas de nous surprendre, nous étonner. Alors, regardez ce qu'il nous a annoncé il y a quelques semaines, où finalement, il abandonne carrément la couture pour l'instant. Et puis, le poète, selon moi, de la mode, qui, lui, va à l'opposé complètement des autres, Christian Lacroix, qui vraiment fait de la poésie à la Dior. C'est vraiment de la pure magie, mais qui n'aura jamais de véritable... ça n'aura jamais été un véritable succès commercial. Et malheureusement, il devient, on l'abandonne et tout, on le force on reprend son nom et tout, mais heureusement, il a su tellement bien se diversifier qu'il continue donc à créer, mais dans toutes sortes d'autres formes. Et on va vraiment aussi assister à quelqu'un pour qui j'ai un respect énorme, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps non plus, et qui est... en fait, le français d'origine tunisienne, Azzedine Alaya, qui a fait des choses absolument extraordinaires. C'est d'ailleurs lui qui va habiller, c'est le sculpteur de silhouette qui va habiller Grace Jones dans le James Bond A View to a Kill en 1985. Et puis, il y a des gens comme Jean-Charles de Castelbajac, qui aussi font des œuvres très intéressantes. Pour moi, c'est un poète de la pop culture, là, en quelque sorte. Et puis, ça, c'est des gens en marge, mais avec les top modèles aussi qu'on va voir apparaître, de Naomi Campbell à Kate Moss, à Claudia Schiffer, bien sûr. Mais il faut dire aussi que les années 80 représentent l'ère du fashion statement, fashiontainment, parce que c'est entre l'entertainment et le fashion. Et ces figures-là, de Jean-Paul Gaultier à Claude Montana, Thierry Mugler, en sont l'exemple incarné. Ça devient des pop stars les défilés deviennent de véritables spectacles. Et souvent dans les boîtes de nuit de Paris les plus célèbres, des bains-douches au Rex Club et à tous les autres, on va voir que ces couturiers se transforment en pop stars, littéralement. Et idem pour Karl Lagerfeld, qui continue sa carrière absolument incroyable. Souvenez-vous des images qui sont typiques des années 80, quand on pense à Flashdance, par exemple. Et puis, on va voir, je vous parlais des Américains, mais avant de parler des Américains, quand je vous disais ce qui m'avait ébloui le plus dans les années 80, eh bien, c'était les Japonais qui débarquent à Paris. Et qui se situe mais complètement à l'opposé de ces structures incroyables, de ces pads énormes et tout. Alors, c'est des vêtements complètement démesurés. Et là, moi, pour ceux et celles qui ont vu peut-être mon exposition, on voit de mes vêtements des années 80 et à quel point j'étais heureux à ce moment-là, parce que je m'identifiais tellement à ce mouvement des Japonais qui nous arrivait avec un souffle nouveau. Et j'ai eu une très belle discussion un jour avec Jean-Paul Gaultier, parce qu'il y avait eu un grand événement à Québec qui s'était appelé Rendez-vous 87. Et à Rendez-vous 87, en fait, c'était une semaine où les joueurs de hockey russes venaient donc à Québec, et pendant une semaine, ils affrontaient l'équipe du Canada. Et autour de cette semaine-là, c'était greffé toutes sortes d'événements. Et le couronnement de cette semaine-là, c'était un défilé absolument formidable, orchestré de main de maître par Dick Walsh, qui évidemment ici est quelqu'un d'incontournable, qui a fait les vitrines d'Eaton, qui a fait peut-être parmi les plus beaux défilés de mode et qui continue aujourd'hui ses directions artistiques, notamment du bal du McCord, et qui chaque année nous éblouit. Et Dick avait donc orchestré ce bal-là. Il y avait 4 pays d'invités et 4 représentants de ce pays-là, un par pays. Alors, c'était Enrico Coveri des États-Unis, Jeffrey Bean des États-Unis. J'ai dit Enrico Coveri d'Italie, Jeffrey Bean des États-Unis, Jean-Paul Gaultier
de France. Et moi, pour le Canada, même si on montrait plein d'autres designers de Toronto et de Montréal et tout, j'étais comme le représentant officiel. Et donc, j'avais eu droit à la table d'honneur avec Jean-Paul Gaultier. Et on s'était tellement bien entendu, c'était absolument formidable. Et on parlait justement de japonais, du look japonais, du style des japonais. Et Jean-Paul Gaultier m'avait dit alors, mais vous savez, Jean-Claude, nous, dans les écoles parisiennes, eh bien, on nous montre ce qu'il faut absolument réussir de main de maître, c'est le tailleur, là. Je veux dire, c'est ça qui est la pièce maîtresse, la base même de toute notre éducation en mode. Alors que pour les Japonais, c'est le kimono. Alors là, on comprend évidemment à quel point ça peut être différent, cette approche-là, hein. Alors, donc, c'était formidable de les voir débarquer. Moi, je me souviens tellement des premières boutiques que j'ai vues, que ce soit à New York, à Londres, à Milan même, à Paris. C'était l'idée du less is more. C'était le côté brut, par exemple, des murs, le béton. C'était des galeries d'art avec un seul vêtement, parfois accroché sur un énorme mur. C'était complètement à l'opposé du bling-bling de cette époque-là. En fait, il faut bien le dire que le bling-bling, dans toute sa splendeur, c'était à ce moment-là. Alors, quand on pense à Dynasty et tout ça, et on a des exemples ici, évidemment au Québec aussi, hein, tellement typiques. Alors donc, quand je vous parlais des Américains, on va avoir plusieurs griffes américains, de Donna Karan à Calvin Klein, évidemment, à Ralph Lauren, à tellement d'autres, débarquer partout en Europe. Moi, si vous m'aviez dit un jour que jamais j'oublierai une acheteuse, parce que pendant quelques années, j'ai vendu mes collections à Paris aussi, et l'acheteuse, finalement, des Galeries Lafayette, m'avait dit qu'elle allait, finalement, parce que là, il y avait Ralph Lauren qui s'était installé place de la Madeleine, et qu'elle allait finalement dévaliser la boutique Ralph Lauren parce qu'elle trouvait qu'il faisait les plus beaux polos au monde, alors que finalement, je veux dire, c'était presque des copies de Lacoste quand on y pense, mais que les Parisiens et les Français, finalement, s'intéressent tellement tout à coup aux Américains. Moi, je trouvais ça incroyable. Heureusement, Lacoste est revenu en force de nos jours, formidable, parce qu'il ne fallait pas abandonner une grande marque comme ça. Mais là, il y a tout à coup cet engouement. Et le jour où j'ai tout compris, c'est de voir, quand j'ai vu la boutique de Ralph Lauren, mais quand j'ai vu le lancement de parfum de Calvin Klein, avec une affiche, une bannière qui faisait toutes les galeries, la hauteur de toutes les galeries Lafayette, là. Alors, les Américains ont envahi le monde à coups de publicité. Ils ont amené cet aspect de la publicité à tout prix et quitte à aussi légèrement provoquer, parce qu'il y avait eu un commercial, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec justement Brooke Shields à 14 ans, qui disait de façon très lascive et tout, et langoureuse, « There's nothing between my skin and my Calvin ». Alors, c'était comme déjà... Et puis après coup, ça a tellement été repris par d'autres que les Américains. Quand on pense... il y a 10 ans, les pubs de Benetton avec l'imam qui embrasse le papé. Vous savez, c'est provoqué pour provoquer, là. Et puis, c'est devenu chose courante. On va revoir ça la semaine prochaine, à quel point ça va s'accentuer. Et puis, dans les années 80 au Québec, pardon, il faut parler des mannequins avant, là, parce que c'est tellement des formidables mannequins, les super modèles. Et elles sont encore là. Toutes, Linda Evangelista, la canadienne, Naomi Campbell, Christy Turlington, Claudia Schiffer, mais Kate Moss aussi, et tout, elles sont là en force, et toujours aussi belles. C'est ça qui est absolument incroyable. Et puis, on arrive au Québec. On va terminer là-dessus, sur le Québec. Dans les années 80, on va voir à quel point... c'est l'échec du premier référendum et aussi l'échec de l'accord du Lac-Meach. C'est Robert Bourassa qui revient au pouvoir. C'est Brian Mulroney qui vraiment gouverne le Canada. On va assister malheureusement à la tuerie de l'école polytechnique qui va tous nous blesser à tout jamais, qui va laisser des traces.
Et puis, mais on va danser et chanter sur Starmania, la comédie musicale extraordinaire, Les Bébés, Rock Voisine, Mario Pelchat. Et puis, il y a toute une série de chanteuses, je trouve tellement typiques de cette époque-là, même dans leur façon de s'habiller. C'est Mitsou, c'est Martine Sinclair, c'est Nicole Martin, Marjo, Joe Bocan. Et puis ici, on a la chance aussi, parce que je l'ai tellement utilisé dans mes défilés de mode quand je mettais cette musique-là, Sunglasses at Night de Corey Hart. Alors donc, c'est bien de voir que Corey Hart revient en force depuis quelques mois. C'est aussi l'arrivée de Musique Plus. Alors donc, là, on va associer les clips et la mode sans fin. Et puis, c'est encore une fois des réussites formidables au cinéma, du déclin de l'Empire américain à Un zoo la nuit de Jean-Claude Lauzon, qui va nous quitter trop tôt, malheureusement. Et puis au théâtre, des choses complètement à l'opposé. Les fées ont soif, d'un côté, hein, et puis de l'autre côté, Brou, c'est le monde des tavernes. Et puis d'ailleurs, on a connu ça dans les années 60 aussi, en musique, souvenez-vous, où on était yéyé avec les groupes de l'époque, les Classelles. On dansait avec Pierre Lalonde, et moi je dansais le yaya avec Joël Denis, et puis Donald Lautrec, et puis tout ça. Mais à l'opposé, moi j'étais plutôt boîte à chansons, là, avec les Pauline Julien de ce monde, les Claude Léveillé, tous les chansonniers. Alors c'est fou comme dans une même décennie, il y a comme les contraires totalement qui finalement existent. Alors ça, c'est drôlement intéressant. Et puis, donc, on va assister, il y a encore une fois des détaillants ici, québécois, montréalais, qui font très, très bien, comme les Jacob de ce monde. On va voir l'explosion des magazines. On avait vu Clin d'œil naître plus tôt, mais là, on va voir Coup de pouce, Allure, Madame au foyer. Le L Québec va arriver au début des années 90. À la fin des années 80, pardon. Et puis, on va voir qu'il y avait eu de grandes journalistes anglophones qui étaient dédiés autant au Montreal Star qu'à The Gazette de couvrir la mode. Et bien là, ça va prendre quelques années, mais c'est dans les années 80 où la presse et même le Journal de Montréal et même par la suite Le Devoir va décider que c'est important, cette industrie-là, et qu'on doit s'y pencher. Alors donc, il va y avoir des journalistes importantes comme Anne Richer, qui va arriver à la presse à ce moment-là, qui va vraiment faire une différence. Et puis, elle va être suivie par Viviane Roy également. Et à Québec, il y a Sylvie Corriveau. Et dans les émissions de télé, souvenez-vous de Bon Dimanche, il y avait toujours le segment mode avec notamment Mariette Lévesque. Et puis Louise Deschâtelet aussi, qui présentait toujours la mode au Carnet de Louise. Alors, ça, c'était absolument formidable. La mode était sur toutes les plateformes, littéralement. Et puis, on va voir à quel point ça s'épanouit, tout semble possible. Il y a des grands magasins qui font une différence. La maison Simons, hein, comment oublier ça? Et à quel point ça n'arrête pas de grandir et tout. C'est issu de Québec et pendant des années, Simons ne voulait pas bouger de Québec. Et on voit aujourd'hui qu'ils sont partout au Canada et c'est formidable. Et qu'est-ce qui se passe dans ces années-là? Ben, un look typique de ces années-là et un couple que j'ai adoré, moi, c'est la griffe Parachute. Mais écoutez, Parachute, il faut savoir que c'est une griffe très importante qui a eu un succès retentissant partout sur la planète mode, souvent avec leur collection masculine d'abord et avant tout. Alors on va voir à quel point aussi arrive une boutique qui va tout changer. C'est la boutique Revanche sur la rue Saint-Denis, consacrée uniquement aux créateurs d'ici. Et ça, on avait chacun notre coin. C'était comme la référence absolue. Et puis, il y avait des défilés de mode qui s'organisaient autour de brunch et tout. Et jusqu'ici, on n'a pas beaucoup parlé de la mode masculine. Maintenant, je vous en prie. Mais même, on avait des grands fabricants de mode masculine et on les a toujours. C'est incroyable à quel point il y a une solidité en mode masculine qu'il y a beaucoup moins en mode féminine. Alors aujourd'hui, si je vous parle de Samuelson, si je vous parle de Jack Victor, si je vous parle de Peerless, ils sont toujours là et ils vendent toujours partout, ailleurs aux États-Unis et tout. Mais il y avait très peu de designers
qui s'occupait de faire une mode masculine. Et mon ami, Marcel Dénommé, est arrivé avec évidemment sa collaboratrice et complice, Louise Vincent. Et ils ont créé la griffe Dénommé Vincent. Mais il y a eu aussi la griffe Turbulence avec Simon Sebag, qui a été absolument formidable. Je me souviens très, très bien Lynne Bussière à Québec, qui faisait vraiment parler d'elle, et plusieurs autres d'ailleurs. Hein. Et puis, il y avait des gens extrêmement importants aussi dont il faut se souvenir. Il y a toujours eu des gens qui ont voulu ici poursuivre la grande tradition de la couture. Et ça continue dans les années 80, avec notamment des gens comme Hélène de Grandpré et également Michel Desjardins, qui sont des gardiens, au fond, de la grande tradition. Et puis, on va voir aussi des gens un peu, moi je trouve, elle s'inspire beaucoup de Marielle Fleury, c'est Marie Zeroy qui va créer des manteaux absolument formidables, ainsi que Hilary Radley, la reine du manteau en quelque sorte. Et puis il y a une griffe qui va naître qui s'appelle Denis Dérault, qui va faire vraiment, c'est le beau côté de ces années-là. Il y a Maurice Ferland aussi. Et puis il y a deux femmes formidables qui sont vraiment hors normes, en dehors des sentiers battus. Une qui s'appelle Rosie Godbout, hein, qui donne vraiment dans le métier d'art, les métiers d'art, qui appartient d'ailleurs, qui a décidé d'appartenir au Conseil des métiers d'art et vraiment qui va faire des expérimentations dans les matières, dans les tailleurs, absolument formidable et qui continue, Rosie, d'ailleurs, à nous éblouir. Le dernier salon des métiers d'art, d'ailleurs, il y avait quelques vêtements qui lui étaient consacrés de différentes époques. Et on peut retrouver parfois de ces pièces à la Guilde, si vous allez à la Guilde sur Sherbrooke. C'est vraiment une grande artiste dans l'âme. Et puis une autre qui m'a fait l'honneur d'être ici aujourd'hui, qui a été ma grande patroniste, mais qui aujourd'hui est une grande amie, et qui a toujours eu un parcours hors norme et qui a eu pignon sur rue à Westmount pendant des années et et ses manteaux, c'était des œuvres d'art formidables et qui s'appelle Graziella Malagoni. Graziella, thank you for being here. Alors donc, Graziella est quelqu'un qui est une artiste hors norme. Hein, elle ne fait pas que de la mode, mais aussi des tableaux formidables. Elle travaille la matière comme j'ai jamais vu personne travailler. C'est une artiste, une grande artiste. Et puis, la fourrure, eh bien, avec les hauts et les bas de la fourrure, on s'aperçoit que c'est en perte de vitesse, mais il y a des gens qui continuent, encore une fois, à vouloir renouveler la fourrure. Et il y a un jeune homme admirable, originaire de Québec, qui a une boutique ici aussi à Montréal, qui s'appelle Jean-François Morissette, qui vraiment retravaille la fourrure de façon absolument admirable. Puis on verra que aussi va arriver tout de suite après, on en parlera dans la prochaine décennie, Marius Gagné, hein, qui a vraiment révolutionné, recyclé les fourrures anciennes. Et je vous parlais de l'importance de la mode masculine, mais la mode enfantine aussi était tellement importante dans ces années-là. Je pense à Perlin-Pimpin à Québec, je pense à Deux par Deux, ce couple formidable, la mère Michel aussi, Françoise Boutillier. C'était, je ne sais pas si vous vous souvenez des créations de Françoise Boutillier, et celle aussi que j'ai adorée, c'est Ma divine Clémentine de Dominique Perron. Alors donc, Dominique que je revois de temps à autre d'ailleurs. Et vous allez voir que là va naître un phénomène, et il y a eu des visionnaires ici au Québec qui ont senti la tendance arriver et qui ont créé leur entreprise au bon moment, dans les années 80. Ils ont senti l'importance qu'allait avoir le monde du sport sur la mode. Et donc, le monde du sport sort ses griffes et vous allez voir la semaine prochaine à quel point ça devient de plus en plus important ce que le sport a apporté au textile dans un premier temps et aussi aux vêtements. Si vous m'aviez dit que j'allais aller à la Place des Arts un jour puis voir les gens en jogging puis en sweatshirt, je ne l'aurais pas cru. Là. Mais deux de ces personnes-là, c'est Chlorophylle, la compagnie Chlorophylle à Chicoutimi, et Louis Garneau à Québec. Alors, ces deux-là vont faire des succès absolument formidables.
Et puis moi, pendant ce temps-là, ben, on voit que j'échappais pas à la tendance, même si j'avais un côté japonisant tout. C'était quand même structuré et tout. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, qui m'a fait très plaisir dans le Montreal Calendar de 83, pour une des premières fois, parce que jusqu'ici, quand les magazines traitaient souvent de la mode canadienne ou québécoise, on nous mettait toujours, voici ce que les créateurs d'ici ont fait. Et il y avait les créateurs d'ailleurs, dans une autre section. Et là, pour la première fois, et là, c'est comme ça que ça devrait se passer selon moi, on ose mêler d'un Américain avec un Japonais et puis un petit Québécois. Alors ça m'a fait plaisir, parce que moi, je ne veux pas, en tant que Québécois, vivre isolé, à part. Je pense que la mode est ce fabuleux langage international et je suis fier d'être né ici, je suis fier d'être québécois, fier d'être canadien, mais j'ai besoin du monde pour respirer et finalement aller m'inspirer. Et puis, ben, sur la belle Vania ici, tout en rose, c'est quand je voyais la vie en rose. Et ça, si je n'avais pas eu Graziella, je pense que je ne serais pas arrivé à créer cette collection tout en rose, tout en structure, et tout ça qui m'avait valu quand même le fil d'or à Monte-Carlo en 87. Alors, voilà un petit peu de mon histoire dans les années 80. Et puis, si vous voulez bien, ben, on va se donner rendez-vous. Et puis, je ne sais pas si la plupart d'entre vous, la majorité, avez vu l'exposition? Oui, bon, parce que là, on n'arrête pas de me rajouter des visites guidées que je vais faire moi-même, mais déjà, on m'a dit que les prochaines, ça affiche déjà complet, mais en anglais, pas encore, je pense. Il reste quelques places, je pense. Alors, si vous avez envie de me suivre dans les prochains jours, enfin, j'en fais 2 samedis. Et puis, si vous allez sur le site du McCord, vous allez retrouver tout ça en tant que membre. Là, Et puis, ben, j'ai envie de vous retrouver, moi, la semaine prochaine. J'espère que vous aussi. Merci.